Le 18 avril 1955, le docteur Thomas Harvey voit arriver un patient bien singulier sur sa table d'autopsie. Il s'agit du grand Albert Einstein, décédé quelques heures plus tôt dans la nuit. C'est lui qui a la lourde tâche de déterminer la cause de la mort du physicien. Après un examen attentif, elle ne fait plus de doute. Einstein est mort d'une rupture d'anévrisme. Un anévrisme est une dilatation d'un vaisseau, ici dans le cerveau, qui lorsqu'il se rompt provoque une hémorragie cérébrale. La mort est alors rapide et très fréquente, même avec une prise en charge rapide. Conformément à ses dernières volontés, Einstein fut incinéré et ses cendres dispersées dans un endroit inconnu, pour éviter toute glorification et tout pèlerinage. Cependant, quelques jours plus tard, le fils du physicien, Hans Albert, apprend une nouvelle qui le met en rage. Le corps de son père n'était pas intact dans le cercueil, il manquait le cerveau. Harvey, en pratiquant l'autopsie, l'avait retiré du reste du corps, fasciné par les secrets qu'il pouvait bien cacher. Hans Albert se retourna aussitôt vers le médecin, mais qui ne se démonta pas. Il arriva même à convaincre l'héritier de conserver le cerveau de son père pour pouvoir l'étudier et, peut-être, découvrir le secret de son génie. Hans Albert accepta, à la condition que le cerveau reste entre les mains des scientifiques et que son étude ne verse pas dans le sensationnalisme. Nous allons le voir, c'est plutôt raté. Au cours des mois suivants, Harvey se concentra sur la conservation du cerveau et sur sa dissection en de nombreux petits morceaux. Il découpa en rondelles certaines parties pour qu'elles puissent être étudiées au microscope. A priori, Harvey avait prévu d'envoyer ces échantillons aux plus grands spécialistes pour qu'ils puissent les décrire et les étudier, et pourquoi pas, expliquer le génie d'Albert Einstein. Cependant, après ce scandale qui avait mis Harvey sur le devant de la scène, il disparut complètement des écrans et on n'entendit plus parler du cerveau d'Albert Einstein avant bien longtemps. En 1978, donc plus de 20 ans après cette histoire, un journaliste américain, Stephen Levy, fut chargé par son éditeur de retrouver le cerveau. Mais à l'université de Princeton, où exerçait Harvey en 1955 et où il avait fait l'autopsie, Levy ne trouva aucune trace, ni de l'organe, ni du médecin. Finalement, à force de recherche, il retrouva Harvey au fin fond du Kansas, où il s'était installé. Après avoir initialement refusé, il accepte finalement un entretien avec ce journaliste. Au cours de cet entretien, Harvey ne sembla pas pouvoir expliquer l'absence de publications scientifiques à propos du prestigieux cerveau ces dernières années. Il expliqua au journaliste avoir pourtant longtemps travaillé sur ce cerveau avec d'autres scientifiques de Princeton et qu'il en avait envoyé comme convenu aux grands chercheurs de l'époque. Mais il eut très peu de retours de ces scientifiques qui avaient échoué à mettre en évidence une quelconque différence significative par rapport au cerveau commun, aucune explication au génie du physicien. Il raconta aussi le curieux coup du sort, le destin qu'il avait presque puni de sa profanation du corps du scientifique. En effet, après la controverse, il avait perdu son poste à Princeton, sa carrière et son mariage. Il avait finalement atterri ici, au fin fond du Kansas, bien loin du tumulte. Mais le cerveau, où était-il ? Levy demanda à voir les photos du cerveau qu'Harvey avait prises lors de l'autopsie. Il lui montra, mais le médecin fit mieux. Il se leva, traversa la pièce et, dans un coin, prit une grosse glacière. Il l'ouvrit et en sortit 2 ou 3 gros bocaux qui contenaient les derniers restes du célèbre cerveau. Levy avait finalement retrouvé le fameux encéphale. À la sortie de cet article, Harvey se retrouva à nouveau en pleine lumière. Mais cette fois-ci, pas de scandale. Il est alors interviewé par la prestigieuse revue Science, et plusieurs scientifiques le contactent pour avoir accès aux précieux échantillons. Parmi eux se trouve Marianne Diamond, une scientifique de renom qui est l'une des pionnières dans le domaine de la plasticité cérébrale. Harvey lui envoya quelques coups histologiques provenant du cortex préfrontal et du cortex pariétal, 2 régions impliquées dans le raisonnement et plus généralement dans les fonctions cognitives complexes. Diamond put donc les analyser dans son laboratoire en Californie et compara ces mesures avec une dizaine de cerveaux considérés comme normaux. Elle s'attacha à compter sur ces couples le nombre de neurones et s'intéressa en particulier à une population de cellules bien particulière du cerveau qu'on regroupe sous le terme de neuroglie. Car le cerveau n'est pas uniquement constitué de neurones, loin de là. La neuroglie regroupe 3 grands types de cellules. D'une part, les cellules de la microglie sont essentielles aux défenses cérébrales contre les agents pathogènes. Leur rôle va cependant bien plus loin, car elles sont aussi par exemple essentielles au remodelage des connexions neuronales qui s'inscrit dans la neuroplasticité cérébrale. Il existe aussi des oligodendrocytes, des cellules qui enroulent leurs longs tentacules le long des neurones pour former une gaine isolante, un petit peu comme le caoutchouc des fils électriques. Cette gaine, qu'on appelle la myéline, permet de considérablement accélérer les messages nerveux, les potentiels d'action, et donc d'améliorer la communication d'un neurone à l'autre.
Il existe enfin un troisième grand type de cellules gliales et qui nous intéresse plus particulièrement ici, les astrocytes. Ces cellules étoilées ont longtemps été cantonnées dans un rôle de soutien neuronal. Ce sont en effet elles qui permettent d'apporter au neurone les nutriments et l'oxygène dont il a besoin pour fonctionner. On sait aujourd'hui que leur rôle va bien au-delà, et qu'ils ont une grande influence sur le fonctionnement des neurones et du cerveau. Diamond montra qu'au niveau du cortex préfrontal, il semblait y avoir plus de cellules gliales que la normale. Plus précisément, elle trouva que le ratio neurone-glie était plus faible. Cependant, les ratios neurones-astrocytes ou neurones-oligodendrocytes n'étaient pas significativement différents par rapport aux ratios de cerveau normaux. Cette découverte s'inscrit à l'époque dans un mouvement qui s'intéresse de plus en plus au rôle des cellules gliales, et en particulier des astrocytes, dans le fonctionnement du cerveau et les capacités cognitives. Car notre cerveau ne fonctionne pas uniquement avec des neurones, et les autres cellules sont essentielles à son bon fonctionnement. Comme on l'a dit, le rôle des astrocytes est bien plus important qu'un simple support neuronal. Ils sont en particulier capitaux au bon fonctionnement des synapses, les zones de communication entre deux neurones. Ils permettent le nettoyage et le recyclage des neurotransmetteurs, assurent la stabilité de l'environnement extérieur aux neurones. Ils pourraient même interférer avec la transmission même des messages nerveux, voire coordonner de vastes ensembles de synapses. Les astrocytes humains étant bien plus complexes que ceux des autres animaux, même des singes les plus proches de notre lignée, certains chercheurs pensent qu'ils sont l'une des explications à nos capacités cognitives hors du commun. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers les articles du blog qui traitent du sujet. 10 ans plus tard, une nouvelle étude sort. Des scientifiques de l'Alabama, cette fois, ont trouvé que le cortex préfrontal d'Einstein ne contenait pas plus de neurones que les cerveaux normaux, mais qu'il était en revanche plus fin. Ainsi, la densité de neurones était plus importante dans le cerveau d'Einstein, ce qui explique, selon les auteurs de cette étude, la prodigieuse intelligence du scientifique. En effet, des neurones plus regroupés auraient permis une transmission plus rapide des messages nerveux. Mais Harvey n'a pas seulement partagé ses coupes de cerveau. Il a aussi mis à disposition les photos qu'il avait réalisées du cerveau encore intact. Ces photos ont pu être analysées par plusieurs équipes qui ont publié leurs conclusions dans de prestigieux journaux scientifiques. Par exemple, une étude publiée dans la grande revue The Lancet décrivait un lobule pariétal, un bout du lobe du même nom, particulièrement gros et bien connecté au reste du cerveau. Une donnée particulièrement intéressante quand on sait que ce lobule est impliqué dans le raisonnement mathématique. Plus récemment, en 2013, une étude a montré que le corps calleux d'Einstein était beaucoup plus volumineux que la moyenne, non seulement par rapport aux individus de son âge, mais aussi par rapport à des jeunes de 20 ans. Le corps calleux est une sorte de gros câble aplati qui permet à nos deux hémisphères cérébraux de communiquer, un petit peu à la manière d'une grosse fibre optique. Un gros corps calleux a été corrélé dans d'autres études avec un QI plus important. Encore une fois, on retrouve des explications au génie d'Einstein. Ce dernier reposerait donc sur un nombre plus important d'astrocytes, des neurones plus compactés, certaines régions cérébrales plus grosses et mieux connectées. Extraordinaire. Bon. Sauf que tout ça, c'est quand même beaucoup du pipeau. Les études portant sur le cerveau d'Einstein sont très limitées sur le plan méthodologique, et leurs conclusions sont parfois très tapageuses et bien peu scientifiques. Tout ça aboutit à ce qu'on appelle un neuromythe, des fausses croyances sur le fonctionnement de notre cerveau, et ici sur le cerveau d'Einstein. Parlons tout d'abord de la première étude, celle de Diamond. La scientifique compare une portion très limitée du cerveau du physicien. On parle de quelques coupes, de quelques micromètres d'épaisseur. Une portion ridicule qui ne permet absolument pas d'extrapoler à l'ensemble du cerveau. De plus, elle compare le cerveau d'un vieillard, aussi brillant soit-il, un vieillard de 74 ans avec des cerveaux plus jeunes, ce qui n'est pas logique, d'autant plus qu'il s'agit de cerveaux de vétérans américains. Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit de cerveaux normaux, sachant tous les traumatismes psychiques qu'ils ont dû endurer? Enfin, le résultat même de l'étude est problématique. Déjà, elle ne met pas en évidence une augmentation du nombre d'astrocytes, mais de cellules gliales. Si cette observation peut en effet être corrélée avec l'intelligence, elle peut aussi s'expliquer par le phénomène de vieillissement tout à fait normal du cerveau. Il n'est donc pas très surprenant d'observer cette différence, sachant qu'on compare un cerveau de 74 ans avec des cerveaux plus jeunes. On peut même faire encore plus fort. Une augmentation des cellules gliales a même été retrouvée dans certains cas de retard mental. Ça n'a donc pas beaucoup de sens de s'en servir comme explication au génie du physicien. Cette étude de Diamond souffre d'un autre biais important. Les analystes des échantillons de cerveau d'Einstein et des témoins ne sont pas faites en aveugle. C'est-à-dire que le scientifique sait que la coupe qu'il observe provient du cerveau d'Einstein ou d'un individu lambda. Il aurait été plus juste que cette information lui soit cachée. En effet, même sans remettre en cause l'intégrité du chercheur, le risque d'être influencé dans son observation est énorme.
Avoir un bout du cerveau d'Einstein entre les doigts, c'est quand même quelque chose. Cette critique peut d'ailleurs être faite pour toutes les études du cerveau d'Einstein. Et c'est bien dommage. C'est pareil pour l'étude qui montre un cortex cérébral plus mince. Ah oui, on peut supposer que ça permet une transmission plus rapide des influx nerveux, extrapoler en mode brutasse et affirmer que ça explique l'incroyable intelligence du scientifique. Sauf qu'une anomalie de ce type peut tout à fait se retrouver dans la schizophrénie par exemple. Est-ce qu'on peut pour autant en déduire qu'Einstein était schizophrène ? Certainement pas. On se rend bien compte dans cette histoire que le raisonnement est biaisé. On ne peut juste pas s'amuser à comparer un cerveau avec une dizaine ou une centaine d'autres, et à chaque différence minime s'écrier « Ah, j'ai trouvé l'explication du génie d'Albert Einstein ». Ça, c'est pas de la science. C'est pas comme ça que ça marche. En effet, le cerveau est une structure incroyablement complexe, et aussi incroyablement variable entre tous les individus. Votre cerveau est différent du mien. Probablement pas très différent, mais c'est certain que si on s'amuse à faire des centaines de mesures, sur toutes les structures possibles et inimaginables, on trouvera forcément des petites différences. Ainsi, il n'est pas du tout surprenant d'en observer quand on compare le cerveau d'Einstein avec d'autres, même quand il s'agit d'un groupe contrôle adapté, et on a vu que ce n'était pas toujours le cas. Par exemple, un lobule pariétal bien connecté et semblable à celui d'Einstein n'est en fait pas si rare en population générale. Ça ne signe en rien une signature cérébrale du génie du physicien. Et d'ailleurs, dans toutes les études, les auteurs mentionnent l'incroyable intelligence, le génie, ou l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Les études portant sur les corrélats cérébraux de l'intelligence se basent certes sur une population plus importante qu'un cerveau unique versus plein de cerveaux, mais aussi sur une mesure objective de l'intelligence ou d'une faculté cognitive particulière. Ces échelles de mesure ne sont pas parfaites, il existe un vaste débat dessus, mais elles nous permettent de mesurer objectivement un phénomène. Einstein était certes très intelligent, mais de combien ? De plus, certains de ses proches rapportent qu'il était certes un génie en physique théorique, mais qu'il pouvait avoir des difficultés en maths, et qu'il avait d'ailleurs été aidé par des confrères dans ce domaine. Est-ce que ça rentre dans la définition du génie ? Et d'ailleurs, quand les scientifiques comparent le cerveau d'Einstein avec des cerveaux normaux, qu'est-ce que la normalité ? On l'a déjà vu, le groupe contrôle de certaines études, comme celle de Diamond, ne peuvent pas vraiment être considérées comme normales. Mais en quoi un cerveau normal ne serait pas génial ? Qui nous dit qu'un cerveau contrôle, appartenant à un individu normal, ne relève pas de capacités cognitives exceptionnelles cachées ? Le génie d'Einstein ne tient pas seulement à ses prédispositions cognitives, il a pu s'exprimer aussi grâce à son histoire de vie, aux rencontres qu'il a pu faire, aux domaines auxquels il a été initié. En bref, l'histoire d'Einstein et ses découvertes reposent sur son génie, certes, mais aussi sur la chance. Il existe certainement plein de cerveaux géniaux parmi nous, avec des potentialités cognitives extraordinaires, mais qui ne peuvent simplement pas s'exprimer, car ils n'en ont pas l'occasion, soit parce que l'individu dont appartient le cerveau n'est pas dans un environnement qui lui permet, soit parce qu'il n'aspire tout simplement pas à le faire. Dans les études dont nous avons parlé, parmi les cerveaux considérés comme normaux, combien sont peut-être des cerveaux géniaux en puissance ? On le voit, comparer un cerveau unique à un échantillon dit normal est quelque chose de complexe, voire de très biaisé si on ne prend pas en compte le grand nombre de facteurs qui peuvent expliquer ces différences minimes. Et si on pousse le raisonnement plus loin, le cerveau d'Einstein était-il seulement un cerveau de génie de physique théorique ? N'était-il pas aussi un cerveau de violoniste, de père, de bilingue, voire même d'autiste ou de dyslexique ? En effet, certains scientifiques et médecins ont fait l'hypothèse qu'Einstein était peut-être autiste, et certaines descriptions de son cerveau, comme le ratio neurones-cellules gliales plus petit, est compatible avec ce diagnostic. Certains pensent aussi qu'il avait pu être dyslexique dans son enfance. Quand bien même il existerait des différences entre les cerveaux d'Einstein et les cerveaux normaux, comment peut-on le relier spécifiquement avec un quelconque génie, alors que les capacités cognitives, émotionnelles et comportementales d'Einstein vont bien au-delà de ça ? L'approche scientifique du cerveau d'Einstein illustre aussi parfaitement un biais assez fréquent en science, le biais de publication ou l'effet tiroir. Pendant les 30 ans qui ont séparé la mort d'Einstein et la publication des premières études scientifiques, Harvey et ses collègues ne se sont pas tournés les pouces. Ils ont analysé leur coupe de cerveau, fait diverses mesures, et n'ont rien trouvé. Et n'ont rien publié. Et c'est finalement l'étude de Diamond qui a apporté les premiers résultats significatifs. Mais on a vu les biais majeurs qui la caractérisent. C'est comme ça que fonctionne l'effet tiroir. Quand on ne publie que les études positives, celles qui montrent des différences significatives, sans publier les études négatives, on aboutit forcément à un point de vue biaisé sur la question. C'est bien pour ça qu'un effort important est fait pour favoriser la publication d'études qui n'ont rien mené, qui n'ont rien démontré, car leur absence de résultats est en fait une donnée capitale. Pour le cerveau d'Einstein, l'immense majorité des études concluent à l'absence de différences significatives par rapport aux cerveaux dits normaux,
ou en tout cas c'est ce qu'on peut supposer, vu qu'on n'a pas de traces de ces études. Le cerveau d'Einstein n'est pas si différent du vôtre. Mais ces résultats n'ont jamais été publiés. Arven a mis en avant que les quelques petites différences observées en 50 ans de mesure. Et lorsque ces différences n'étaient pas significatives, les résultats n'étaient pas publiés. Il ne s'agit pas de dire que les études portant sur le cerveau d'Albert Einstein sont nulles et bonnes pour la poubelle. Bien sûr, et pour toute étude, il est impossible de prendre en compte tous les biais. Mais les études portant sur le cerveau d'Einstein souffrent de limitations majeures, et au-delà de ça, l'approche globale est complètement biaisée. Force est de constater qu'on ne peut pas en tirer grand-chose, et encore moins une quelconque vérité sur le génie de ce dernier. Ainsi donc, malgré l'engouement des scientifiques ayant eu en main le cerveau d'Einstein, et dans une certaine mesure, on peut les comprendre, les études sur le sujet sont extrêmement limitées, et ne permettent absolument pas de conclure sur le génie du physicien, ni sur le génie tout court. Les différences structurelles du cerveau d'Einstein ne sont pas spécifiquement liées à l'intelligence, le génie n'est ni défini ni mesuré, et le rapprochement entre les anomalies structurelles et fonctionnelles sont bien audacieuses. Chercher le génie dans un cerveau unique est irréaliste. Le génie réside dans chacun, et comme le disait Albert Einstein lui-même, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grapper, et nous voici à la fin de cette série de podcasts à l'occasion de la semaine du cerveau 2022. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses. Comme toujours, je vous mets en description les liens vers les articles qui complètent et enrichissent chaque épisode. Je vous donne rendez-vous très vite sur mon blog, 100 milliards de neurones, sur lequel je publie régulièrement de nouveaux articles. Prenez soin de vous et du génie qui se cache sous votre écran.